Donc Capet de la famille des rois, descendants de Capet. Hein. Vous disiez aussi que l'Allemagne maintenant avait traditionnellement la souveraineté, la domination économique et la France la domination politique en Europe, que maintenant l'Allemagne a les deux au détriment de la France, alors que un des grands buts de la construction européenne était d'enclaver l'Allemagne dans une Europe et non plus au lieu de la laisser rejaillir encore une fois. C'est raté. Oh, ben, le dernier à l'avoir su, c'est Mitterrand. C'est-à-dire Mitterrand, qui est partisan de la construction européenne, va s'opposer dans la mesure de ses moyens, à la réunification de l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'il croyait, et d'ailleurs Margaret Thatcher partageait cet avis aussi, il croyait que l'Allemagne reconstituant sa souveraineté, reconstituant son unité, allait devenir un acteur beaucoup trop pesant au cœur de l'Europe et qu'elle allait débalancer le jeu d'équilibre dans les institutions européennes. Oui. Ce à quoi on peut répondre, c'est de quel droit la France aurait-elle pu empêcher les Allemands de se rassembler dans un même État après la chute du mur de Berlin? Je veux dire, la division de l'Allemagne est un des héritages malheureux de la guerre froide. L'Allemagne voulait reconstituer sa souveraineté, mais de l'autre côté, l'Europe n'était-elle pas un piège? C'est-à-dire, les nations avaient accepté la construction européenne s'est faite dans un contexte de guerre froide. Lorsque la guerre froide disparaissait, lorsque le grand affrontement entre capitalisme et socialisme, entre démocratie libérale et totalitarisme, lorsqu'il s'effondrait, eh bien, est-ce que la logique de l'intérêt national ne risquait pas de revenir? Eh bien, lorsqu'elle revient, l'Allemagne est plus pesante que la France. Et vous pensez que l'Allemagne est nationaliste maintenant? Est-ce qu'elle est menaçante en tant qu'Allemagne? Ben, évitons ce terme-là. Le mot nationaliste pour l'Allemagne a une signification particulière. Évitons aussi de croire que la puissance allemande contemporaine nous rappellerait les jours les plus sombres du 20e siècle. C'est pas de ça dont on parle. Mais l'Allemagne, qui n'a absolument rien à voir aujourd'hui avec quelques tentations hitlériennes que ce soit, là, oublions ça, mais l'Allemagne, qui est une nation qui a ses intérêts, voit bien mal pourquoi elle aliénerait systématiquement ses intérêts au cœur de l'Europe. D'ailleurs, on voit que depuis une dizaine d'années, sinon un peu plus, la France, l'Allemagne recommence à vouloir une politique étrangère. L'Allemagne recommence à vouloir se comporter comme un État avec une politique étrangère complète. Donc, cette puissance au cœur de l'Europe, d'une certaine manière, cherche à redevenir normal, pour le meilleur et pour le pire. Donc, redevenir normal, c'est-à-dire que tous les pays redeviendraient l'idée de l'État-nation, qui est au fondement de l'Europe, ou qui est un des fleurons de l'Europe, reviendrait en force? La tradition politique européenne, c'est l'État-nation. Enfin, on peut dire qu'il y en a deux. Il y a la vieille tradition impériale qui n'a jamais disparu, mais depuis quelques siècles, la tradition politique européenne, c'est l'État-nation. Et c'est assez étonnant que l'Europe, pour se construire, ait voulu sacrifier son principal mode d'organisation politique. C'est comme si l'Europe, pour exister, devait se sacrifier. Voilà pourquoi il m'arrive de dire quelquefois que l'européisme a volé à l'Europe son beau nom, c'est-à-dire le nom de la civilisation européenne, et l'européisme a peu à voir finalement avec la civilisation européenne réelle. Donc, est-ce qu'on peut espérer que la civilisation européenne apprenne à s'unifier culturellement un peu plus, que les peuples se rapprochent, coopèrent et tout ça? Oui. Est-ce que l'européisme, qui refuse les racines chrétiennes de l'Europe, qui refuse la tradition de la souveraineté nationale, qui refuse la souveraineté populaire, qui ne sait pas comment délimiter les frontières de l'Europe, est-ce que l'européisme a quelque chose à voir avec la civilisation européenne? C'est loin d'être évident. Mais alors, pensez-vous qu'on peut opérer un retour en arrière, donc en ressuscitant ces racines chrétiennes? Quant aux racines chrétiennes, je crois qu'elles sont là en ce moment, et la question de l'immigration partout en Europe révèle l'importance de la question des racines chrétiennes. C'est-à-dire, comment nommer ce continent auquel les immigrants devraient apprendre à s'identifier, sinon en mobilisant son histoire, sinon en mobilisant l'histoire du christianisme. Donc il y a ça. Il y a aussi dans le rapport, par exemple, lorsque vient le temps de définir les intérêts de l'Europe, on voit aujourd'hui une renaissance de l'islamisme en Turquie, la fermeture discrète mais réelle de la parenthèse kémaliste. Qu'est-ce qu'on voit à partir de là? La Turquie qui redevient non seulement, assume de nouveau son identité musulmane, mais qui pousse ça jusqu'à l'islamisme, quelquefois, ça force l'Europe à se questionner sur comment se définit-elle? N'est-elle qu'universalité démocratique ou n'est-elle pas aussi particularisme historique? Si l'Europe est aussi particularisme historique, ça l'oblige à assumer finalement son héritage chrétien d'une manière ou de l'autre. Quant à la souveraineté nationale, elle est en train de redevenir à la mode, bien qu'elle ne porte pas son nom, parce que les Allemands ne veulent pas payer pour les Grecs, les Allemands ne veulent pas payer pour les Français. On voit finalement que l'Allemagne, qui était la puissance qui condamnait la souveraineté nationale, est en train de la réhabiliter sans dire son nom.
Vous parlez de la révolution kémaliste, on parle de Atatürk, le père de la République turque en 1923, j'imagine, non? Oui, bien sûr. C'est ça. Et donc, qui avait en fait calqué la Turquie sur le modèle laïque français, avec un code commercial allemand, un code pénal italien et un code civil suisse, donc. Oui, autrement dit, Mustafa Kemal Atatürk voulait quoi? Il voulait européaniser la Turquie. Et ce qui fait en sorte que la Turquie, pendant une bonne partie du XXe siècle, est une des nations musulmanes les plus avancées sur le plan démocratique, sur le plan économique même, sur le plan du statut des femmes, à tout le moins en Anatolie. C'est vrai. Et là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que l'empreinte du kémalisme est moins profonde qu'on ne le croyait. Elle est très présente dans l'armée, mais le pays aujourd'hui, est-ce qu'il se transforme ou il se révèle? Je ne suis pas un spécialiste du monde turc, mais ce qui est certain, c'est que la renaissance de l'islamisme en Turquie, ou à tout le moins la naissance de l'islamisme en Turquie, en amène plusieurs à se demander si la Turquie est dans l'Europe, que voudrait dire l'Europe? Évidemment. Êtes-vous au courant, Mathieu Bock-Côté, de cette controverse qui, dans les années 2000, du Daily Telegraph, le journal conservateur britannique, qui avait révélé que, et je ne sais pas si c'était prouvé ou pas, que les Jean Monnet, en tout cas, ou les pères fondateurs, avaient été financés par les États-Unis d'Amérique, par les fondations Rockefeller et Ford, qui voulaient en fait une Union européenne, justement pour contrer le communisme. Oui, j'ai souvent entendu ça. J'ignorais si c'était une rumeur ou si c'était une vérité. Vous m'apprenez que c'est une vérité. Oui, j'ai fait une petite recherche Internet et justement c'était sorti, je sais pas dans quelle année, 2000 ou quelque chose comme ça, le Daily Telegraph qui n'est pas connu pour ses positions pro-européennes, avait lancé un pavé dans la mare. Mais Mathieu Bock-Côté, qu'est-ce qu'on va faire alors? On est en 2012 maintenant, le bateau craque de toutes parts. Votre boule de cristal vous dit quoi pour les prochaines années, si vous en avez une? Alors, oui, j'en ai une, mais elle ne fonctionne pas toujours. Alors, je dirais, il faut éviter de croire que le monde va s'effondrer demain matin. C'est-à-dire cette espèce d'habitude qu'ont les européistes ou les anti-européistes de dire que demain matin, tout va changer. Ce à quoi on assiste lentement, les institutions européennes craquent de partout, mais réussissent à se maintenir. Ce à quoi on risque d'assister, c'est d'un côté des tentations officielles pour faire un saut fédéral en Europe, c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire fédéraliser, pousser encore plus loin l'intégration européenne. Comme si le problème de l'Europe, c'était pas qu'elle était trop intégrée, mais parce qu'elle n'était pas assez intégrée. Mais dans les faits, je crois que la logique de la souveraineté nationale, à tout le moins la logique de l'intérêt national est en train de se reconstituer, est en train de reprendre forme, et on va voir comment cette logique de l'intérêt national va se redéployer dans un monde qui n'avait plus l'habitude de jouer avec elle. Vous pensez pas, Mathieu Bock-Côté, que ce serait une Europe aussi des régions, parce que les régions sont de plus en plus fortes par rapport aux nations? Mais l'Europe des régions, c'est surtout une construction bruxelloise. C'est-à-dire l'Europe officielle ne voulait plus jouer avec les nations qu'elle trouvait trop pesantes, les nations qui ne voulaient pas aliéner leur souveraineté, donc favoriser le développement des identités régionales. Pourquoi? Parce que ces régions-là, pour exister, devaient se faire reconnaître par Bruxelles souvent. Donc ces régions-là trouvaient un avantage au développement de l'européisme parce qu'elles pouvaient s'exprimer dans ce cadre-là. Donc l'Europe des régions appartient à la logique de l'Europe impériale. D'ailleurs, c'est ce que diraient certains proches du vieux courant de la nouvelle droite comme Alain de Benoît et ainsi de suite, qui sont favorables à une Europe impériale et une Europe des régions. Ils disent même une Europe des ethnies. Et de l'autre côté, c'est ce que diraient très certainement les européistes plus officiels, qui vont nous dire les régions sont indispensables à une meilleure gestion d'une Europe unifiée. Dans la mesure où la nation refait surface, il se peut bien que cette espèce de régionalisme revendicateur ait moins d'importance. Mais on pourrait pas parler aussi, il y avait un précédent en Europe avec l'Empire austro-hongrois qui était un patchwork, un collage de plusieurs nationalités fédérées sous la bannière d'un roi hongrois et d'un empereur autrichien. Je crois que l'Empire austro-hongrois, c'est le dernier vestige de la civilisation aristocratique européenne. C'est le dernier vestige du principe d'empire en Europe. Ce qui fait que plusieurs en sont nostalgiques aujourd'hui. Mais on peut se demander aussi l'Empire austro-hongrois, qui avait ses vertus, sans aucun doute, mais qui limitait la prétention des peuples à l'existence politique, à l'indépendance nationale. Doit-on véritablement être nostalgique d'une construction politique où les peuples pouvaient préserver leurs coutumes, mais ne pouvaient pas exister en leur nom propre avec leur liberté politique? Mais ça serait quand même un modèle, non, pour l'avenir, vous pensez pas? Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que si l'avenir peut ressembler un peu au passé, c'est pas toujours une mauvaise chose, c'est que si les peuples européens, si les États européens peuvent réapprendre la logique de l'intérêt national, de la souveraineté nationale, tout en sachant que nous sommes dans une nouvelle époque, tout en conservant les acquis de la coopération européenne, tout en conservant cette espèce de
pacifisme dans le bon sens du terme qui permet de réguler les tensions entre les différentes nations d'Europe sans qu'elles ne veuillent en venir d'aucune manière au coup, eh ben ça, c'est un acquis de l'Europe, c'est-à-dire cette forme de civilisation pacifiée. Mais évitons de croire toutefois que le prix à payer pour cette paix européenne, ce soit l'aliénation définitive des souverainetés. Il reste 2 minutes, Mathieu Bock-Côté. En quoi est-ce que votre analyse, qui est comme tout à fait pertinente, est teintée par votre appartenance au Québec? Ah oui, ça, ce serait juste à dire. Il y a deux manières, lorsqu'on est québécois, d'avoir le rapport à la construction européenne. Pendant longtemps, les souverainistes québécois disaient nous voulons être indépendants, nous voulons avoir avec le Canada le rapport qu'a la France avec Bruxelles. Donc, on voulait finalement, notre souveraineté était calquée sur ce qu'on croyait être un État-nation en évolution à l'européenne. Nous pensions que l'Europe était l'avenir de l'État-nation, d'un État-nation respectueux de la diversité du monde et tout ça. Donc, il y a une tradition là-dedans. Bernard Landry en était un peu le porteur, Louise Baudouin aussi. Et il y en a d'autres, moins nombreux, mais et dont je suis, qui se méfiaient de la construction européenne et qui se disaient que cette construction européenne, tôt ou tard, allait finir par liquider le principe de nation. Et de ce point de vue, je dirais qu'aujourd'hui, le Québécois que je suis, qui, comme tous les autres Québécois, ont des racines en Europe, des racines historiques en Europe, je me désole de voir ce continent, cette civilisation que j'aime beaucoup, renoncer peu à peu à ce qui l'a distingué. Donc, on n'a plus de modèle en Europe. Mais politiquement, en tout cas. Il y a plusieurs penseurs intéressants en Europe, plusieurs traditions intellectuelles intéressantes en Europe, mais je ne suis pas certain que la construction européenne puisse nous servir de modèle. On va en chercher ailleurs, peut-être en nous-mêmes, si vous voulez bien. Ce serait pas de mauvaise chose pour une fois. Et entre-temps, on se donne rendez-vous jeudi prochain. Au grand plaisir. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Mathieu Bock-Côté, donc, qui nous parlait d'un article qu'il a écrit dans le journal Les Échos de Montréal du 9 juillet dernier, intitulé « La catastrophe européenne ».